1994. Un groupe de Tanuki attaque une pelleteuse pour l'empêcher de continuer son œuvre de déforestation de la colline de Tama dans le film Pompoko. Juin 2018. Un orang-outan attaque une pelleteuse pour l'empêcher de déraciner des arbres pour la culture de l'huile de palme dans la forêt indonésienne. Le parallèle est troublant entre l'œuvre d'imaginaire et l'événement réel. Le film Pompoko d'Isao Takahata a particulièrement bien su adapter le thème de l'urbanisation des espaces naturels et les désastres qu'elle provoque chez les espèces animales qui les habitent. En prenant le parti de la fiction animalière, Takahata nous livre une expérience de pensée originale. Découvrir les dernières années de la dernière ère des Tanuki, avant la victoire finale des êtres humains. L'héroïque comique en littérature est un procédé qui consiste à traiter de manière élevée un sujet bas. Ici, l'épique historique de la guerre des Tanuki contre les humains, ce combat dérisoire, débouche sur une forme de rire qui se mélange étrangement avec la mélancolie du film. La guerre perdue d'avance des Tanuki contre le développement de la ville est une sorte de tragédie héroïque-comique qui tend de plus en plus à se vérifier dans notre monde. Pompoko prend place dans la région de Tama, à l'ouest de Tokyo. Suite dans les années 60 à une forte croissance économique, ce territoire a connu un développement urbain important qui a conduit à transformer la colline de Tama en une nouvelle ville. Les Tanuki cherchent tous les moyens qui sont en leur pouvoir pour faire péricliter l'entreprise humaine. Et le film opère un renversement original de la manière d'utiliser la personnification dans les œuvres de fiction. Généralement, les animaux personnifiés sont conçus comme un reflet des êtres humains. Le point de vue est anthropocentrique. Dans Pompoko, le développement urbain contraint les Tanuki à adopter des comportements et des logiques humaines. Le point de vue est celui des Tanuki, forcés de s'adapter à la transformation de leur environnement naturel, obligés d'humaniser leur comportement en devenant des êtres liminaires. Dans leur livre Zoopolis, Donaldson et Kymlicka proposent d'utiliser ce terme pour évoquer des espèces animales dont la survie dépend des villes ou de la proximité d'habitats humains. Que ce soit des rongeurs, certains oiseaux ou des mammifères, la perte de leur habitat naturel les a contraints à vivre avec la ville, en dérobant les déchets ou les denrées qui sont à leur disposition. Dans Pompoko, les Tanuki sont forcés d'adopter des comportements humains. Ils se retrouvent contraints par exemple de s'entretuer pour conquérir des aires naturelles restantes, de pratiquer un contrôle des naissances pour permettre à l'espèce de survivre, de ne plus dormir le jour pour chercher avec efficacité sa pitance, de gagner de l'argent en se transformant en être humain, mais également faire un travail d'enquête quasi ethnologique pour comprendre les buts et les faiblesses de l'espèce humaine. En se développant, les villes transforment les habitudes des espèces animales voisines. Elles les contraignent à adopter de nouveaux comportements pour survivre. De la même manière, le développement des villes a transformé les habitudes des êtres humains. Elles sont devenues le lieu où le capitalisme triomphe. Si bien que d'après la formule de Takahata lui-même, nous sommes des Tanuki, obligés de nous déguiser en citadins. Dans la croyance shintoïste, le Tanuki est un esprit, un yokai de la forêt, ayant la capacité de se métamorphoser à volonté. Dans le film, les Tanuki se transforment autant pour contrecarrer les plans des humains que pour essayer de s'adapter à la nouvelle ville qui se développe, pour s'en prémunir. Mais cette forme d'adaptation est aussi le lot des êtres humains entre eux. Si la vie en société entraîne une forme de conformisme, le capitalisme a su particulièrement bien utiliser ses capacités d'adaptation des citoyens pour leur imposer un nouveau mode de vie, moderne, qui porte sur le développement de la consommation, du divertissement, mais également sur l'obligation d'adapter les anciennes formes du travail à un rythme plus tendu pour soutenir la course économique des pays. Comme les êtres humains, les Tanuki ont, pour survivre, l'impératif de savoir se transformer, c'est-à-dire de s'adapter à la construction de la ville. Mais le film présente aussi des individus non transformistes, c'est-à-dire des Tanuki incapables de modifier leur apparence. Dans l'impossibilité de s'adapter, ils sont condamnés à disparaître. D'après Takahata, les Tanuki représentent ces minorités opprimées, et le film décrit les différentes voies qui s'offrent à eux pour s'en sortir. Par extension, les minorités dont parle Takahata sont toutes les populations et peuples que les inégalités culturelles et économiques laissent de côté, comme par exemple les peuples amérindiens, les Aïnous au Japon, c'est-à-dire les peuples que la colonisation a fini par absorber,
mais également les populations rurales que menace la désertification de leur territoire, ou encore les minorités concernées par les questions raciales, de genre ou d'orientation sexuelle. Les non-transformistes sont autant les Tanuki dépourvus de la capacité de métamorphose que les individus incapables de s'adapter pour des raisons personnelles, économiques ou culturelles à ce que leur impose le capitalisme. Parmi les animaux du film, les renards, ayant précédé les Tanuki sur la voie de la dépopulation, ont fini par s'assimiler au capitalisme. Ils ont sacrifié les membres de leur communauté qui ne parvenaient pas à se transformer et embrassé de manière cynique la vie humaine. Pour sauver leur colline, deux voies s'offrent aux Tanuki. La première consiste à saboter les installations humaines, quitte à tuer certains des travailleurs. Mais cette stratégie ne conduit qu'à la reprise accélérée des travaux. La seconde, plus pacifique, veut jouer sur les superstitions. Le Japon est encore empreint d'une certaine spiritualité, et les Tanuki décident de multiplier les présages, les apparitions spectrales, afin de faire croire à une malédiction. Mais avec la venue de la modernité, les anciennes croyances périclitent. Il est devenu impossible aux gardiens traditionnels de faire peur aux êtres humains, et, plutôt que d'effrayer, ces apparitions se transforment en divertissement. Dans Le fantôme de Canterville, Oscar Wilde tourne en dérision les efforts d'un fantôme pour faire quitter les lieux aux nouveaux habitants de son château. Avec l'avènement de la modernité, du positivisme, les formes anciennes de contrôle, fondées sur la religion et les superstitions, n'ont plus la même emprise. Cela surtout dans le monde occidental, où se développe une nouvelle forme de pragmatisme et de matérialisme. Le film fait ainsi le constat du passage d'un monde plus traditionnel, plus superstitieux, pour un monde moins respectueux de la culture ancienne comme de la nature. Mais le film n'est pas un film conservateur. Takahata ne fait que montrer les changements de paradigme des sociétés occidentalisées, leur avancée comme leur désastre. La dernière chance qui s'offre aux Tanuki est de créer une parade spectrale dans les rues de Tama. Il multiplie les références à la culture japonaise, espérant que ces apparitions effrayeront suffisamment les êtres humains pour arrêter leur entreprise. Le mythe de Canterville frappe encore. La parade finit à terme par divertir les habitants. Un entrepreneur fait même croire à la télévision qu'il s'agit d'une campagne publicitaire pour un parc d'attractions. Le divertissement remplace la culture ancienne et les croyances. Par extension, tout devient monétisable. Le respect spirituel, comme celui dû à la nature, est moqué, appartenant à un autre monde, moins cynique, une sorte d'enfance de l'humanité. Le capitalisme a ainsi remplacé l'ancien contrôle, fondé sur la superstition, par un nouveau type de domination qui prend appui sur le divertissement, le contrôle économique, néolibéral et policier. Cela débouche sur le massacre des Tanuki non transformistes et l'exclusion de ces minorités qui dérangent, car elles ne s'intègrent pas dans le nouveau modèle. L'action des Tanuki n'aura pas été vaine, car en se révélant aux habitants, ils auront fait changer une partie des mentalités et des discours. Les êtres humains commencent à vouloir renouer avec la nature. Ils créent des zones protégées, où les animaux peuvent réintégrer leur vie naturelle. Les discours changent peu à peu, prennent en compte ceux qui n'ont pu s'adapter, tout en sentant de mieux en mieux le caractère profondément inégalitaire de cette adaptation forcée. Cependant, les Tanuki ont tout de même dû changer de mode de vie. Certains se sont alliés aux anciens déboiseurs. La capacité du capitalisme à plier ce qui lui résiste les a fait changer de camp. La vie moderne s'est imposée. Le film ne prône pas un retour au monde traditionnel, mais une manière de réussir à concilier ces nouveaux espaces et modes de vie avec la nature. Trouver un autre horizon pour la vie humaine que le stress citadin, la rentabilité imposée ou la destruction accélérée de la planète.